Aujourd'hui, nous parlons politique et même plus précisément de la présidentielle 2022. J'ai avec moi, qui me fait l'honneur de pouvoir l'interviewer, Monsieur Frédéric Poisson. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants, mais avant d'y aller, que j'explique brièvement. J'ai contacté les différentes agences des différents candidats, en tout cas ceux qui étaient dans les 10%, donc Monsieur Macron, Madame Pécresse, Madame Le Pen, Monsieur Poisson pour Monsieur Zemmour, comme on va le voir, et Monsieur Mélenchon. Alors n'ayons peur de rien, c'est au culot qu'on fait avancer les choses. En tout cas, l'idée est de la suivante. Les chrétiens ont des questions un peu particulières quand il s'agit de politique et qu'on aimerait poser et que parfois les médias ne posent pas. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de questions de politique extérieure, d'économie, de politique intérieure, parce que c'est pas le but de cette vidéo et que c'est pas mon domaine d'expertise, mais des questions plus spécifiquement religieuses. Donc, j'ai posté une story Insta pour vous demander les questions que vous aimeriez que l'on pose. Je l'ai condensées et je les ai données par écrit aux différentes agences. Alors, je le redis pour que ce soit bien clair. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un candidat. L'Église n'est pas là pour donner son avis, si tant est qu'elle en ait un. Et moi, d'ailleurs, je ne donnerai pas mon avis. D'ailleurs, je suis même pas sûr de connaître le mien. Bon, il s'agit de s'informer et ça, c'est important. Voilà, un bon vote, c'est un vote qui est informé. En tout cas, c'est suffisamment important pour que ça justifie des vidéos, en espérant qu'il y en ait d'autres. Donc, pour l'instant, seul Monsieur Poisson m'a répondu. Je le remercie. J'ai relancé les autres parties 2 fois. On verra bien. Aujourd'hui, on va y aller. Nous nous intéressons plus particulièrement à Monsieur Zemmour, les chrétiens et Zemmour. Alors en 2013, Monsieur Poisson, qui est avec nous, avait été élu président du Parti chrétien-démocrate, qui avait été fondé par Christine Boutin, qui depuis a été renommé VIA, la voix du peuple, en 2020. Et donc pour les candidatures 2022, après avoir annoncé sa candidature, maintenant Monsieur Poisson se retire, a-t-il dit, pour le profit d'Éric Zemmour, dont il est un des porte-parole. Est-ce que j'ai tout bon ? C'est parfait. Alors, parfait. Première question. C'est toujours mieux quand c'est les gens qui se présentent eux-mêmes. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un peu plus loin et nous dire pourquoi vous soutenez la candidature de Monsieur Zemmour ? Je m'appelle Jean-Frédéric Poisson, j'ai 59 ans, même si ça ne se voit pas. Je suis marié avec Anne. Je n'aurais pas dû survivre dans le monde darwiniste et de violence pure dans lequel nous sommes, puisque je suis philosophe de formation. J'ai un passé de très jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture en banlieue nord de Paris, où j'ai passé le plus clair de mon adolescence. J'ai été enseignant quelque temps, l'histoire de l'éducation nationale ne s'en souviendra pas, mais quelques-uns de mes étudiants s'en souviennent, oui. J'ai été directeur des ressources humaines dans l'industrie, j'ai été patron et fondateur de 2 cabinets de conseil en organisation ressources humaines. J'ai été maire de Rambouillet, président de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, 2 fois élu à l'Assemblée nationale. Je préside le Parti chrétien-démocrate et VIA depuis maintenant bientôt 9 ans, 8 ans et demi. Je suis bon vivant, chasseur, cuisinier, joueur de cartes, amateur de jazz, dévoreur de romans policiers. J'écris des livres quand je ne les lis pas. Mes amis me disent plutôt sympathique et bon vivant et retardataire structurel, et mes adversaires disent de moi que je suis un gros travailleur et un homme loyal et sincère. Et je suis catholique pratiquant depuis l'âge de 19 ans, qui est la date de ma conversion personnelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous soutenez la candidature de Monsieur Zemmour ? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que Monsieur Zemmour est le seul qui ait placé sa campagne présidentielle et cette élection présidentielle au niveau des enjeux réels que notre pays doit traiter aujourd'hui, c'est-à-dire des enjeux de civilisation. J'ai été extrêmement sensible, et c'est ma fibre et ma conviction personnelle, au fait qu'il est le seul à avoir traité la question de la disparition possible de la France, de sa dilution, et plus généralement de la dépossession que ressentent les Français eux-mêmes par rapport à ce qui a fait jusqu'ici leur mode de vie, leur patrimoine. Leur mode de vie, c'est le système de retraite et de la santé publique. Leur patrimoine, ce sont leurs châteaux, leurs vignobles, leurs entreprises qui s'en vont, la dépossession de leur culture, de leur langue parfois, de leur mode de vie, enfin tout ça est en train de partir. Si nous ne réagissons pas de manière nette, alors tout ça continuera de disparaître et la génération qui vient, ou celle d'après, ne connaîtra plus ce qu'est la France. Or, il faut maintenir la France. Et deuxièmement, j'avais indiqué, en présentant ma candidature moi-même, que s'il se trouvait un candidat qui soit mieux placé que moi pour défendre un projet politique similaire au mien, dans lequel je me retrouverais, au moins dans les lignes principales, alors par souci d'efficacité et dans l'intérêt de tous, je retirais de ma candidature à son profit. Éric Zemmour s'est présenté, il est incontestablement mieux placé que moi, donc j'ai
tenu la parole que j'avais engagée, parce que je n'en ai qu'une, donc il faut que je la garde. Et donc, je me suis retiré à son profit. Alors, justement, en parlant de Monsieur Zemmour, on va arriver un peu plus dans les questions religieuses. D'abord, une question personnelle sur Monsieur Zemmour, l'homme, si je puis dire. Quel est le rapport de Monsieur Zemmour à la religion et en particulier à la religion chrétienne? Éric Zemmour est un juif pratiquant. C'est un berbère algérien, il l'a dit, il le répète souvent, donc ça c'est sa naissance. Il est de confession juive, ça lui a été transmis par sa famille et par ses parents. Il dit lui-même qu'il a été, jusqu'à un âge assez avancé de sa vie, capable de lire les textes sacrés de la religion judaïque en hébreu, et donc il a une éducation religieuse assez poussée et très solide. Donc ça, c'est sa foi personnelle. Et par ailleurs, il reconnaît au christianisme la vertu et la puissance extraordinaire d'avoir façonné la France. Et donc, il est une sorte de mélange assez équilibré, je dois le dire, entre la foi judaïque qui est la sienne, c'est celle de son cœur et de son intelligence, et d'un autre côté, la reconnaissance sur le plan politique, culturel, institutionnel, juridique, philosophique, pour tout dire, du fait que c'est effectivement la religion chrétienne qui est la racine et la source de l'organisation sociale française. Donc les deux coexistent dans son esprit et dans son projet de manière assez équilibrée, je crois. Alors, rentrons tout de suite maintenant, après ces questions de présentation, dans le vif du sujet. Questions de société, questions sociétales. Alors, un thème et des questions qui reviennent tout le temps, je crois que c'est d'ailleurs en première position, c'est le respect de la vie à ses commencements comme à ses fins. Donc, il y a des inquiétudes de la part des chrétiens autour de la légalisation de la GPA, de l'allongement du délai d'avortement, des possibles débats autour de l'euthanasie qu'il faudrait légaliser ou pas. Donc, sur ces questions-là, même s'il y en a beaucoup, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la position de Monsieur Zemmour? Je n'aurais pas rejoint la candidature d'Éric Zemmour si je n'avais pas eu l'assurance que sur ces sujets, ses positions et les miennes sont alignées. Je veux dire par là que Éric Zemmour a pris position publiquement dans ses ouvrages, dans ses prises de parole à la télévision, dans les réunions publiques qu'il anime depuis le mois de septembre dernier, de manière très claire, sur le fait qu'il était absolument et définitivement opposé à la légalisation des mères porteuses, qu'il abolirait et qu'il abrogerait la loi sur la PMA pour tous, qu'il était absolument opposé à l'avortement et à la loi qu'a fait voter la majorité d'Emmanuel Macron avec le soutien du président de la République sur l'avortement jusqu'au 9e mois de grossesse pour des raisons à caractère social. Vous savez, le Parlement a adopté cette législation il y a un peu plus d'un an. Il est opposé à l'allongement du délai de l'avortement à 14 semaines. Donc sur toutes ces questions, il n'y a pas entre lui et moi un centimètre ou un millimètre d'écart. Et encore une fois, il tient à la fois de sa religion personnelle et de sa foi, mais aussi de sa réflexion sur le corps social, des positions qui sont identiques aux nôtres. J'ajoute qu'il a également pris position de manière claire sur un rejet de toute forme de manipulation génétique et de recherche sur l'embryon. Donc voilà, sur ces questions-là, nous sommes lui et moi parfaitement alignés. Une autre question qui revient souvent, alors ça j'étais étonné parce que je ne l'aurais pas imaginé, mais ça revient très souvent sur Instagram, c'est les actes anti-religieux. Donc les actes anti-religieux et anti-chrétiens. En 2019, si jamais je regarde les statistiques, 1052 actes anti-chrétiens, ce qui en fait du christianisme la première religion maltraitée en France. Est-ce que c'est quelque chose que votre candidat porte? Oui, en règle générale d'ailleurs, il est sensible au maintien de l'ordre public et au respect de l'ordre public. Or, la première caractéristique de ces actes, c'est qu'en plus de le caractère profanatoire la plupart du temps, ils constituent authentiquement des actes de délinquance, donc des atteintes à l'ordre public. Ça n'est absolument pas douteux. Et quand par ailleurs on parle de profanation de cimetières ou d'actes christianophobes qui se portent sur des personnes, évidemment, ça peut constituer jusqu'à des crimes. Donc, d'abord, au nom du maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens, évidemment, Éric Zemmour est parfaitement déterminé à faire en sorte que les coupables de tels actes soient sévèrement punis comme n'importe quel autre délinquant ou n'importe quel autre criminel. Ensuite, vous comprendrez bien que compte tenu de sa sensibilité personnelle, il est sensible aux actes de christianophobie pour les raisons que j'évoquais dans ma réponse précédente, tout autant d'ailleurs que pour les actes qui sont commis
à l'encontre des représentants ou des édifices ou des symboles des autres religions. On ne peut pas prétendre vouloir diriger un pays dans lequel plusieurs religions coexistent, alors certes avec des statuts et une importance culturelle ou spirituelle ou sociologique qui n'est pas la même en fonction des religions dont on parle, mais il y a une fonction de pacification qui conduit à devoir faire en sorte que personne ne soit inquiété pour fréquenter ou avoir chez lui ou se rendre dans des édifices ou des cultes ou des objets religieux, quels qu'ils soient. Donc il y a là, chez lui, évidemment, une volonté farouche d'essayer de prévenir. Là encore, l'éducation doit permettre de faire ça. J'avais rendu, il y a une douzaine d'années maintenant, devant le Parlement, un rapport qui s'appelait « Du respect de la mort à la mort du respect ». C'était, à ma connaissance, le premier texte au Parlement qui essayait de s'interroger sur les raisons pour lesquelles de jeunes Français, la plupart du temps ils sont plutôt jeunes, pouvaient s'attaquer avec autant de désinvolture, soit à des tombes, soit à des édifices religieux, soit aux monuments aux morts, puisque les monuments aux morts sont aussi l'objet d'un certain nombre de dégradations, dans un esprit d'ailleurs comparable. Et je me souviens d'avoir identifié parfaitement qu'à part quelques militants qui proviennent de sectes satanistes, mais ils sont quelques centaines en France et à peine, et si peu repérables qu'ils ne peuvent pas constituer un vrai motif de préoccupation légale en tout cas, le reste relevait d'une forme de manque d'éducation, c'est-à-dire on attaque les édifices religieux ou les symboles religieux parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont là, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils doivent être respectés au moins autant, sinon plus que tout le reste. Donc à la fois la politique sécuritaire, à la fois l'importance pour Éric Zemmour du maintien normal de la place de la religion à sa juste proportion dans la vie sociale, plus les efforts qu'il faut faire sur l'éducation devraient permettre à la fois de sanctionner et de prévenir ce genre d'actes. Politique migratoire. Je vous donne une phrase du pape tirée de l'encyclique Fratelli Tutti et je vous demande comment est-ce que vous réagissez. Je cite. Je comprends que face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Je considère que cela fait partie de l'instinct naturel de légitime défense, mais il est également vrai qu'une personne et un peuple ne sont féconds que s'ils savent de manière créative s'ouvrir aux autres. J'invite à dépasser ces réactions primaires. Fin de citation. Comment est-ce que vous réagissez, vous et en tant que porte-parole de M. Zemmour, face à ce propos du pape ? Alors, je vais distinguer les deux réactions, mais pour des raisons d'honnêteté intellectuelle. La première réaction sera la mienne, et pas celle d'Éric Zemmour. Je viendrai à celle d'Éric Zemmour ensuite, mais vous m'interrogez aussi à titre personnel. Il y a cette phrase du pape, et puis il y a la phrase qu'il a prononcée quand il rentrait de Suède en avion, après avoir été confronté concrètement à ce que signifie un déséquilibre migratoire dans un pays donné, la Suède qui a été très très accueillante, sans doute trop d'ailleurs à entendre les Suédois eux-mêmes aujourd'hui. Et le pape qui était parti pour se situer en Suède et adopter la ligne que vous avez citée à l'instant, en rentrant dans l'avion, a précisé tout de même qu'il appartenait aux gouvernants et au régime politique, en fonction de la vertu de prudence, de déterminer les modalités, le nombre de personnes qu'ils s'apprêtaient à accueillir et à en fixer eux-mêmes la méthode, la manière et les modalités d'hébergement. Ça, c'est mon appréciation particulière de la période du pape. C'est-à-dire que selon le moment où vous le lisez ou le texte que vous lisez, je suis un lecteur attentif de tous les papes depuis à peu près qu'ils écrivent, et en particulier de celui-là, j'observe que la grande tradition de l'Église consiste à tenir l'équilibre sur le plan politique d'un déséquilibre qui est nécessairement celui de la charité. Il n'y a pas d'autre mesure de l'amour que l'amour lui-même, dit-on parfois, ou plutôt la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Très bien, donc la charité s'applique aussi à ceux qui sont dans le besoin, et à ce titre-là, on doit avoir une attention particulière à ceux qui sont dans le besoin, et la France est un pays riche, elle doit donc faire attention aux populations qui sont dans le besoin. La prudence nous oblige à considérer que il y a des circonstances, et nous y sommes, dans lesquelles il n'est pas possible d'accueillir dans des conditions décentes les personnes qui voudraient venir vivre chez nous. Et ça n'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est que nous n'en avons pas les moyens matériels. Et la deuxième, c'est que nous sommes déjà dans une situation de déséquilibre psychologique et culturel qui mettrait en danger ce qu'il reste, le peu qu'il reste d'équilibre social. Je prends un peu de temps, Père, pour répondre à cette question. Oui, oui. Je prends souvent cette analogie. Et nos auditeurs, évidemment, vont comprendre immédiatement.
Il y a dans les 10 commandements un des commandements qui oblige, puisque c'est un commandement, à honorer son père et sa mère, c'est-à-dire à prendre soin à la fois de leur réputation et de leur vie quotidienne. Est-ce qu'au nom de ce commandement, chacune et chacun des personnes qui nous écoutent aujourd'hui est obligé strictement et sans limite d'accueillir chez lui celui ou ceux de ses parents qui seraient en situation de perte d'autonomie et de perte de moyens au point de devoir vivre chez quelqu'un d'autre ou être accueilli ailleurs que chez eux? Eh bien, à cette question, l'amour filial dit plutôt oui. Et puis la prudence du gouvernement d'une famille dit, eh bien, il y a des circonstances dans lesquelles il ne faut pas. Parce que l'équilibre affectif ne le permet pas. Les conditions sanitaires ou médicales ne sont pas remplies. Les conditions psychologiques ne sont pas remplies. Le logement ne le permet pas matériellement. L'éloignement d'un certain nombre de services médicaux rend cela impossible. Et il y a des tas d'autres raisons qui permettent de dire que c'est charitable sans doute, mais ça n'est pas prudent. Est-ce que pour autant, quand on a pris cette décision en prudence et de manière juste, comme je viens d'essayer de le dire, et pour des motifs comme cela, est-ce que cette décision qui est prudente et juste nous dispense pour autant de prendre soin des parents que nous ne voulons pas accueillir chez nous? Ben non. On n'est pas pour autant déchargé de cette obligation. C'est pas parce qu'on n'accueille pas quelqu'un chez soi que le fait de ne pas l'accueillir nous décharge de toute obligation à son égard. Donc je dis, la question n'est pas de savoir si on doit accueillir à tout prix les migrants qui viennent. La réponse est non, on ne doit pas, parce qu'on ne peut pas. Est-ce que pour autant ça nous désoblige à leur égard de toute forme d'action, de charité, de développement, de contribution? À l'évidence, bien sûr que non. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est tenir les deux. L'exigence de charité qui nous dit la France est un pays qui a des moyens, qui est très riche, beaucoup plus riche que la plupart des pays d'origine de l'émigration. Donc elle doit venir, elle le fait d'ailleurs quotidiennement et en y consacrant des sommes d'argent considérables et du temps de personnes bénévoles considérables. Donc on doit faire ça. Et parce qu'on fait ça, du coup, il est légitime de considérer que non, on ne peut pas, en tout cas pour le moment, on ne peut pas accueillir davantage de personnes migrantes sur notre sol. J'ajoute pour finir que la plupart de ceux qui viennent sont d'une religion et d'une civilisation qui n'est pas la même que la nôtre, que nous ne sommes pas suffisamment nous-mêmes solides sur nos propres fondamentaux de civilisation pour accueillir tranquillement, sans être fragilisés, des modèles de civilisation et d'organisation sociale qui ne sont pas les nôtres. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne faut pas continuer d'accueillir des personnes pour toutes ces raisons. Je dis maintenant quelle est la position d'Éric Zemmour, mais il serait intégralement d'accord avec ce que je viens d'évoquer. Il a pris position sur le fait de mettre un terme de manière nette et totale au phénomène migratoire. Pour cela, il y a évidemment la question du contrôle physique des frontières qui est posée avec les moyens proportionnés de maintien de l'ordre et de surveillance de nos frontières. Et il y a également le fait de rompre avec un système social ou un système d'allocation qui soit incitatif à ce que des personnes qui considèrent qu'elles vivraient mieux en France que dans leur pays d'origine viendraient chez nous parce qu'elles s'étaient éligibles à tout un tas d'aides dont elles ne disposeront plus si M. Zemmour est président de la République. Très bien. Dernière question plus générale. On a fini avec les questions sectorielles. Donc, à nouveau, on élargit le champ. Pourquoi est-ce qu'un chrétien pourrait ou devrait, selon vous, voter pour M. Zemmour, pardon? Alors, il y a une raison de principe et une raison de circonstance. Au moins une de chaque. Il y en a beaucoup plus que ça, mais comme je sais que j'ai un temps réduit pour répondre, je limite ma production, si j'ose dire. La raison de principe, je l'ai dite, mais j'y reviens. Et merci de me donner l'occasion de pouvoir le faire. Nous sommes placés dans cette élection, c'était déjà vrai à l'élection présidentielle précédente. D'ailleurs, c'est ce que j'avais indiqué au moment de la campagne de la primaire, de la droite et du centre où j'étais candidat. Je crois que les enjeux de civilisation n'ont jamais été aussi prononcés qu'à l'occasion de cette élection. On le voit bien, nous avons deux adversaires irréductibles qui veulent en finir avec notre mode de vie parce que ça n'est pas le leur et que ça empêche le développement du leur propre. Le premier, c'est la mondialisation libérale, c'est-à-dire celle qui, au fond, veut faire régner la richesse économique et la production de richesse économique comme le seul horizon du bien commun, ou le seul motif réel, ou le motif supérieur de l'intérêt général ou du bien commun. Ça met en jeu, encore une fois, l'autorité que nous avons sur notre propre patrimoine, qu'il soit culturel ou matériel, sur nos richesses, sur nos entreprises,
Ça met en jeu notre modèle social à la française, avec la protection des retraites, de l'assurance maladie, un certain nombre de choses que nous avons conquises au fil du temps et auxquelles nous sommes attachés, et qui est en train de plier sous simplement les exigences de rentabilité que l'argent nous impose, et la circulation de la mondialisation nous impose. Et donc cette civilisation, elle porte d'une certaine manière un remède, sinon un antidote, à cette volonté de l'argent roi et de la richesse comme seul horizon du bien commun. Et puis il y a la question de l'islam conquérant. J'ai publié à titre personnel, M. Zemmour l'a fait aussi, plusieurs ouvrages sur ces questions. Il a pris position très récemment encore sur le fait qu'on ne pouvait pas accepter en France, non pas la présence des musulmans, ce qui n'a pas de sens. Il y a des musulmans en France depuis des décennies, voire des siècles, c'est pas ça le sujet. Mais le fait que, au nom de la liberté religieuse, des personnes qui ne sont pas issues de notre civilisation veuillent nous imposer notre mode de vie. Ce sont les menus dans les cantines, les horaires réservés dans les piscines. Ce sont des quartiers entiers maintenant qui, de par la faiblesse de l'État, sont soumis au régime de la charia ou quelque chose d'équivalent. Ça, nous, Français, ne pouvons pas l'accepter. Nous voulons, moi le premier, vivre en paix avec les musulmans qui veulent pratiquer tranquillement leur foi. Nous ne pouvons pas accepter que des gens, quelle que soit leur foi et quelle que soit leur culture, nous imposent un mode de vie qui n'est pas le nôtre. C'est aussi simple que ça. Donc ces deux adversaires, le libéralisme de l'argent roi d'un côté, l'islam conquérant de l'autre côté, nous obligent à nous reposer des questions sur les fondements de notre organisation sociale, sur ce dans quoi ils s'enracinent, sur ceux de qui nous les avons hérités et ceux à qui nous devons les transmettre. Et si nous ne rattachons pas notre vie sociale aux fondamentaux qui ont nourri notre civilisation et notre pays, eh bien alors, petit à petit, nous serons mangés par les deux à la fois. Donc l'enjeu principal de cette élection présidentielle, c'est un enjeu de civilisation. Et c'est, je crois, il y en a pas d'autres au fond. Le reste, Verlaine dirait, le reste c'est de la littérature. C'est pas tout à fait vrai. Mais tout de même, le reste se décline à partir de ça et n'a de sens que par rapport à ça. Un grand merci, Monsieur Poisson, pour toutes vos réponses. Donc, on arrive à la fin de l'interview maintenant. Donc, vous avez pu voir les questions que je pose au nom de ma petite communauté chrétienne sur Instagram et qui me suit aussi sur YouTube. Vous avez pu voir aussi, vous qui nous regardez, que je n'ai pas voulu réagir, que je suis pas là pour donner mon avis, ni pour faire la promotion de qui que ce soit, qu'on a contacté les autres mouvances en espérant qu'elles nous répondent, parce que les questions que je vous ai posées, Monsieur Poisson, sont importantes pour nous, et c'est bien qu'on puisse avoir l'avis des candidats ou de leur porte-parole. Voilà, c'est très important pour la présidentielle et pour un vote éclairé. Donc j'espère qu'il y aura d'autres vidéos de ce type-là. Donc voilà, la balle est dans le camp des services de presse. Avant de nous quitter et de vous remercier, je ne l'ai pas dit au début parce que ce n'était pas l'objet, mais ça me tenait à cœur. Donc Monsieur Poisson, je voulais à titre personnel vous remercier pour ce que vous avez fait lors du premier confinement. Donc peut-être que pour beaucoup c'est déjà passé, mais je me souviens que vous avez fait partie des personnes qui avaient porté un recours devant le Conseil d'État pour permettre aux chrétiens de pouvoir retourner aux messes alors que c'était interdit. Donc je voulais vous remercier parce que ça a fait du bien à de très nombreuses personnes. Donc ça mérite d'être dit aussi. C'est bien. Bon, vous, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos remarques, etc. Je vous remercie pour tout, Monsieur Poisson. J'imagine que les mois vont être chargés, donc je vous embête pas plus longtemps. Donc on prie pour vous, comme pour tous ceux qui se dévouent au service du bien commun. Et puis voilà, un grand merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.